Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle plénière du Forum économique breton. Nous allons parler dans quelques instants d'un sujet essentiel quand on s'intéresse à la reprise économique, la question des mobilités. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Les gestes barrières sont respectés. Vous pouvez ôter votre masque. On se tient à bonne distance. Merci beaucoup, Christophe Fanichet, d'être avec nous ce matin, ici à Saint-Malo, pour parler de mobilité, je le disais, peut-être aussi nous dire comment SNCF a traversé ces derniers mois. Mais tout d'abord, j'avais envie de vous poser une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le train, certainement, pour être à Saint-Malo ce matin avec nous ? Je vois que vous êtes taquin. Oui, bien sûr, j'ai pris le train pour venir ce matin à Saint-Malo. J'étais même à Saint-Malo dès hier soir, comme souvent je fais dans mes déplacements. Tout simplement parce que lorsque l'invitation de la Bretagne m'a invité à ce forum, moi j'y étais très favorable. Il devait avoir lieu il y a quelques mois, ce forum, et on sait tous pour les raisons pour lesquelles il a été décalé. Mais bien qu'il soit décalé, moi j'avais vraiment envie de venir. Et moi surtout, j'avais envie de vous dire que on s'est revus physiquement. Et moi, ce que j'ai senti en arrivant dans ce forum, c'est le plaisir de se retrouver physiquement ensemble. Alors, on aime tous le numérique, on adore ça même, pour certains d'entre nous, mais ce que moi je voulais vous dire, c'est que moi je reprends plaisir au contact physique, aux échanges d'idées, et puis les premières connaissances, moi je trouve qu'elles sont quand même toujours meilleures lorsqu'on le fait physiquement. Donc voilà, le plaisir que j'avais d'être avec vous. Et puis la Bretagne, c'est une région qui est importante pour le groupe, pour moi. C'est souvent les premières, on les fait souvent en Bretagne, pas plus tard que la convention qui a été signée avec le président de région et avec Laurent Bocquer qui est notre représentant régional. C'est en Bretagne, c'est la première fois que Jean-Pierre Farandou, le président de tout le groupe, est venu. Et voilà, donc moi je continue sur cette lancée. Premier salon, post-Covid, c'est en Bretagne. C'est ici que ça se passe. Alors, je le disais en vous présentant, vous êtes le PDG de SNCF Voyageurs. Il va falloir que nous nous habituions à cette nouvelle marque. C'est tout récent, depuis le 1er janvier. C'est une nouvelle structure. Expliquez-nous peut-être ce que recouvre cette dénomination et ses actions au sein du groupe SNCF. Alors, effectivement, en 2018, une nouvelle loi est passée pour structurer de façon complètement différente notre entreprise, pour qu'elle devienne d'un établissement public à caractère industriel et commercial, de cette côté administratif, pour devenir véritablement une société avec un groupe, mais surtout avec un objectif très important, c'est de nous retrouver en société anonyme. Donc maintenant, c'est 5 sociétés anonymes au sein de l'entreprise SNCF qui se retrouvent regroupées. Je les donne leur nom. C'est Geodis pour la logistique que vous connaissez bien, c'est Keolis pour l'ensemble du transport urbain, c'est le transport ferroviaire de fret, bien évidemment, 3e société, et peut-être qu'on y reviendra sur le sujet de mobilité de nos marchandises. Et puis 2 sociétés très importantes qu'on appelle généralement dans notre groupe le groupe public unifié, le ferroviaire, c'est-à-dire une société anonyme qui s'appelle Réseau, que vous connaissiez déjà bien et à qui on a aujourd'hui rendu une filiale qui est Gare & Connexion. Donc on a un ensemble complet, le gestionnaire d'infrastructure, le rail et la gare, en un seul endroit. Et ça, pour nous, c'est très important parce que tout se passe entre le rail et les quais, bien évidemment. Et puis, une société toute jeune, toute nouvelle, mais qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai la chance de la présider, qui est SNCF Voyageurs. Et SNCF Voyageurs, si je devais en faire un raccourci, c'est tout le transport ferroviaire de voyageurs en France et en Europe. C'est quels que soient les types de trains. Quels que soient les types de trains. Donc c'est tous les TER, et les TER bretons bien évidemment, tous les TER de toutes les régions, c'est tous les Transiliens, donc tout le transport en Ile-de-France, c'est tous les TGV, aussi bien les Ouigo, mais aussi tous les transports, je dirais, en Europe, Eurostar, Lyria, Thalys, etc. Donc, on donne quelques chiffres pour avoir l'ampleur de la tâche. Alors quelques chiffres, comme ça on les aura fait une fois. Quelques chiffres, c'est 70 000 collaborateurs au service de tous les Français pour faire plus de 15 000 trains tous les jours. Et c'est près de 17 milliards de chiffre d'affaires. Et ça, bien sûr, ce chiffre d'affaires, c'est
2019. Mais c'est une des raisons pour laquelle je suis aussi là aujourd'hui, pour vous dire en quoi notre entreprise est aux côtés des entrepreneurs pour la relance. Donc c'est ces chiffres-là qui sont importants, vous avez raison. C'est toutes les activités, et si on a voulu en faire une société, si le gouvernement a souhaité en faire une société, c'est pour qu'on simplifie la vision du voyageur, que le voyageur il a comme objectif d'aller d'un point A à un point B, et après c'est à nous de lui proposer le meilleur transport, le meilleur prix, et surtout Il y a une notion de guichet unique, sans mauvais jeu de mots, pour simplification des relations. Voilà, on va surtout parler d'un guichet unique, et d'ailleurs on a été plus loin dans ce guichet unique. Le président Farandou a absolument souhaité une entreprise par société, mais il a souhaité une deuxième chose qui est importante, et vous l'avez sans aucun doute vu en Bretagne, c'est une entreprise territoriale. Cette entreprise territoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous m'avez parlé de guichet unique, aujourd'hui nous avons décidé, depuis le mois de juin, d'avoir un coordinateur par région, et il est incarné par le directeur régional voyageur TER, et ce coordinateur, et je salue ici Laurent Beaucaire, qui est votre interlocuteur, l'interlocuteur de la région, mais aussi l'interlocuteur de tous les chefs d'entreprise, parce qu'il sera capable de vous parler bien évidemment des TER, mais aussi des dessertes TGV, de ce qui se passe sur le réseau, ce qui se passe dans les gares, ce qui se passe dans le fret, ce qui se passe dans le numérique, ce qui se passe dans l'innovation. En un mot, c'est, je dirais, notre représentant qui connaît tout ce qui se passe dans votre région, et son job, c'est de vous décomplexifier la SNCF. Vous disiez en préambule qu'il y avait souvent eu des premières ou des initiatives qui avaient été lancées ici en Bretagne. On trouve sur ce territoire, j'allais dire, tous les compartiments du jeu, l'étendue des compétences qui sont actives au sein de SNCF Voyageurs. Oui, vous avez absolument tout au sein de la Bretagne. Si je donne les chiffres bretons, après avoir donné les chiffres nationaux, aujourd'hui en Bretagne, c'est plus de 400 TER qui circulent tous les jours, c'est plus de 40 000 voyageurs qui utilisent le train et le transport collectif. Là aussi, je vais plaider pour transport collectif, c'est 30 fois moins d'émissions que la voiture. Et puis, surtout, c'est la sécurité sanitaire qu'on a mis en place et qui fonctionne très bien. C'est 130 gares, 128 pour être extrêmement précis, et puis c'est 60 TGV. Donc oui, vous avez ici en Bretagne, vous faites partie des quelques régions où vous avez l'ensemble de la panoplie. Oui, c'est pas le cas partout en France. C'est pas le cas partout, toutes les régions, et ça ne nous a pas échappé, toutes les régions n'ont pas le TGV. Exactement. Cet ancrage territorial, cette proximité, c'est aussi dans la feuille de route qui est la vôtre, de renforcer, j'allais dire, une forme de lisibilité peut-être de votre action au plus près des territoires dans lesquels vous êtes implantés. Absolument. Notre objectif, c'est qu'il y ait trop souvent, et les élus et les entreprises avaient raison, trop souvent des choses se décidaient à Paris. On ne peut plus diriger une entreprise aussi grosse que la nôtre depuis Paris. Les sujets ils doivent être en agilité, en autonomie avec la région. Et ça se passe aujourd'hui très bien. On a fait ce premier pas avec la région Bretagne, c'était véritablement cette stratégie territoriale qui est souhaitée par notre président. Le président va aller voir chacun des présidents et des présidentes de région, et on va avoir une véritable stratégie territoriale pour répondre à tous vos besoins. On en a d'ailleurs profité pour signer une convention de 10 ans sur le transport collectif. Donc on sait à quel point la région Bretagne est attachée au transport collectif et avoir un bon maillage de la mobilité. J'ai souvent l'habitude de dire sur la mobilité, c'est que c'est la colonne vertébrale de toutes les politiques publiques. Vous n'avez pas de bons services de santé si vous n'avez pas de mobilité. Vous n'avez pas un bon emploi si vous n'avez pas un bon service de mobilité. L'éducation, la santé, vos loisirs. Et donc aujourd'hui, et les entreprises qui sont dans ce forum le savent bien, la mobilité, elle est essentielle pour elles. Vous évoquez justement cette convention passée avec la région Bretagne. On imagine qu'il y a des engagements réciproques qui sont pris par la collectivité, mais aussi par SNCF Voyageurs, avec des objectifs d'amélioration de la desserte, d'investissement, de fréquentation accrue. Absolument. Donc le sujet, c'est vraiment un sujet de partenariat. Nous, notre objectif, c'est d'être au meilleur, aux côtés de la région, pour être véritablement en soutien de son économie, de ses habitants. Et c'est pour cette raison que c'est Laurent Beaucaire qui est l'interlocuteur privilégié et j'irais presque unique sur ces sujets-là. Et ce qu'on a vu avec la région Bretagne, si on parle de mobilité, par exemple, entre 2017 et 2019, c'est plus de 10% de fréquentation de trains dans nos trains supplémentaires. Et ce qu'on se dit, avant Covid, c'est vrai, c'est qu'on souhaitait véritablement encore améliorer ce transport collectif, et on s'était donné l'objectif de 25%. On va voir ce qu'on va faire avec le Covid. Moi, j'ai un petit indicateur sur le Covid, c'est que, en tout cas, sur les loisirs, les Français
ils ont besoin de se déplacer et ont besoin de mobilité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils ont repris le train, et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Alors vous parlez effectivement de la crise sanitaire que nous traversons, inédite par son ampleur et ses conséquences. Comment ça se passe côté SNCF? Comment ça s'est passé au plus fort de la crise? Et comment vous préparez à vivre peut-être durablement avec les contraintes sanitaires qui s'imposent à nous désormais? C'est vrai que ça a été quelque chose de très difficile pour notre entreprise, mais ça a été difficile pour toutes les entreprises. Donc moi, je m'associe à tous les chefs d'entreprise. J'ai eu la chance de prendre cette présidence en début d'année. J'aurais préféré avoir plus de semaines pour pouvoir prendre ce job, mais ça a été très dur pour toutes les entreprises. Pour nous, la particularité, si je dis quelques mots là-dessus, c'est que d'abord, il a fallu prendre des décisions extrêmement contre-intuitives. Imaginez, mon job, c'est de faire rouler des trains et déplacer 5 millions de Français tous les jours. Et là, Première décision, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est de regarder comment on rend les Français immobiles. Rendre les Français mobiles. Donc une entreprise de mobilité devenir immobile, je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais néanmoins, on a été là aux côtés des Français, puisque la SNCF ne s'est jamais arrêtée. Et je pense que les Français ont d'ailleurs découvert à cette occasion, au-delà de cette entreprise qui est véritablement d'utilité publique, ils ont découvert aussi une entreprise qui a su être présente pour pouvoir être aux côtés des soignants. Par exemple, on a revu toutes les dessertes pour regarder comment les hospitaliers pouvaient venir au boulot, à quelle heure il fallait que les trains circulent pour les amener à ce fameux travail, mais aussi les services essentiels, parce qu'il n'y a pas que les soignants qui ont besoin de travailler, puis il y avait aussi d'autres professions, et on a été à ce rendez-vous. Et donc ça a été un point très important. Pour vous donner un point de mobilité, d'habitude, en France, on fait circuler en moyenne à peu près 700 TGV par jour. Au cœur de la crise, on n'en faisait plus circuler que 40, et c'était 3500 voyageurs par jour. 3500, et je vous parlais de 5 millions tout à l'heure. Donc c'est une entreprise qui a fait circuler des trains, qui a dû complètement s'adapter, revoir complètement ses processus de production. Nous avons dans notre ADN la sécurité ferroviaire, on a ajouté la sécurité sanitaire. Cette sécurité sanitaire, rappelons-nous, porter le masque à l'entrée de gare, porter le masque dans les trains, le gel hydroalcoolique, tout cela, ça nous paraît très ancien, mais lorsqu'il a fallu les mettre en place, je peux vous dire que les quelques 15 000 collaborateurs et non plus 150 000 qui étaient là pour rendre ce service ont été au rendez-vous. Alors il y a des images aussi qui ont marqué la population, qui ont marqué les Français, on les a tous encore en tête. Ce sont ces fameux trains médicalisés qui transportaient les malades gravement atteints, qui traversaient la France. Et là, on s'est dit, mais finalement, des trains sanitaires, on n'avait pas forcément la mémoire de cette réalité-là. Et vous avez été en peu de jours en capacité à les organiser, ces transferts. Oui, ça a été très impressionnant. Rappelons-nous juste les quelques images. Je vais vous confier l'anecdote. Quelques images, quand dans le comité exécutif voyageurs, on a vu à quel point la région Grand Est était en très grande difficulté sanitaire, à quel point les hôpitaux étaient en dépassement. Et puis on a vu les avions militaires transporter 5, 6 patients. Et là, dans le COMEX, ensemble, on s'est dit, mais comment notre entreprise de service public peut être véritablement dans cette solidarité de service public avec les services de santé. Et a émergé une idée qui existait déjà chez nous, qui est ce qu'on appelle les trains de pèlerins. Tous les ans, on fait des trains de pèlerins pour aller jusqu'à Lourdes, dans des conditions sanitaires qui sont certes différentes de celles d'aujourd'hui, mais qui étaient particulièrement compliquées. Et donc, on a décidé de lancer le principe des TGV sanitaires. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les TGV sanitaires, c'est une idée qui surgit vers la fin du mois de mars, le 26, si je ne me trompe pas. Cette idée sur les TGV sanitaires, c'est une idée d'un comité exécutif, une exécution, et la première circulation, c'est une semaine plus tard. Mais c'est surtout... des délais très très courts de mise en œuvre. Ah bah c'est des délais avec une complexité courts. Logistique et puis surtout énorme. Et une logistique énorme. C'est pas notre métier que de faire des TGV sanitaires. On était d'abord, je tiens à le dire, on a eu beaucoup dans la presse ou dans les médias l'image du TGV sanitaire. Mais on n'était qu'en soutien, c'est comme toujours, notre entreprise elle est en soutien des autres, elle est en soutien de l'économie, en soutien des entreprises, on était en soutien du SAMU. C'est véritablement un corps d'armée, juste quelques chiffres, pardon. Un TGV sanitaire, c'est plus de 10 tonnes de matériel médical chargé par le SAMU. C'est 201 patients, parce qu'il faut être précis, 201 patients qu'on a déplacés de la région Grand Est, de Hauts-de-France et d'Île-de-France, et puis qui sont venus dans les régions plus favorisés, je dirais, qui avaient plus de place pour les accueillir. Et c'est le cas en Bretagne. 4 TGV sanitaires, 77 patients que vous avez accueillis dans votre région de Bretagne. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que cet esprit de solidarité,
qu'on a vu au moment de cette crise sanitaire, c'est ce qu'on veut conserver nous aussi de notre entreprise, parce que c'est une entreprise avant tout solidaire. Alors justement, en cette période de rentrée, qu'est-ce qui reste de cette expérience inédite? Sur quelle valeur peut-être allez-vous fonder l'après? Qu'est-ce que vous en retenez de ce que vous avez vécu avec vos nombreuses équipes? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que le Covid, il a mis en exergue beaucoup de qualités. Et puis, l'une d'entre elles, moi, qui m'a véritablement époustouflé, et je pense que le mot n'est pas trop fort, c'est à quel point nos collaborateurs ont un souci du dépassement de soi. Ce dépassement de soi, moi, je peux vous assurer, on parlait à l'instant du TGV sanitaire, mais ça a été le cas dans nombre d'autres cas, parce qu'il fallait tous les jours refaire ce plan de transport. Tous les jours écouter ce que les professionnels de santé nous disaient. Tous les jours regarder comment nous nous adaptions au mieux dans cette situation qui était archi inédite. Alors, bien évidemment, beaucoup de gens vont nous expliquer tout ce que nous avons raté, et nous en avons raté. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on retienne surtout, c'est qu'en plein cœur de la crise, les trains étaient là, et pour que l'économie continue à fonctionner. Donc moi, j'ai retenu le sens du collectif et le dépassement de soi. Le deuxième sujet, c'est cette capacité d'adaptation au quotidien, régionalement, je dirais même équipe par équipe, parce qu'on a tous été à la chasse aux masques, aux gels hydroalcooliques, aux nouvelles façons de travailler. Du jour au lendemain, notre entreprise, elle est passée de 150 000 collaborateurs sur le terrain à 15 000. Donc, le numérique a été un de nos grands renforts. Et je peux vous assurer vous étiez prêt de ce point de vue-là? La robustesse des installations n'a pas été trop éprouvée? Nous, on a été prêts plutôt très vite, pour être sincère. D'abord parce que c'est une entreprise qui a l'habitude de gérer des crises. Vous le savez. Moi, je préfère ne pas avoir à les gérer, mais on sait gérer les crises. On a basculé dans le numérique de façon extrêmement importante. Vous connaissez notre site oui.sncf et les 12 ou 15 millions de Français qui l'ont dans leur poche. Cette dynamique numérique, on l'a aussi vis-à-vis de nos collaborateurs, et ça a bien fonctionné. Moi, ce qui m'a le plus surpris, ce que j'aimerais qu'on arrive à retenir, c'est que dans cette période, on a été agile. Et c'est pas si simple pour une grande entreprise comme la nôtre. En tout cas, je suis pas certain que si je vous avais interrogé, si on avait changé de place, si je vous avais interrogé en disant mais à votre avis, c'est quoi la qualité qui a émergé de cette crise du Covid? Je suis pas sûr que vous auriez dit que c'était l'agilité, et c'est souvent le cas, ce qu'on reproche à un grand groupe, et souvent à un groupe comme la SNCF. Donc moi, j'ai retenu cette agilité. Il faut surtout que nous, dirigeants d'entreprise, nous, chefs d'entreprise, avec nos managers, on leur laisse l'autonomie qu'on leur a donnée pendant la crise. Ça va durer, c'est la question, parce que les qualités que vous décrivez là, on se dit qu'il y a peut-être un terreau fertile pour inventer la suite. C'est déjà à l'œuvre. Vous sentez que ça ne s'est pas éteint avec un retour presque, avec beaucoup de guillemets, à la normale? Alors d'abord, on n'est pas du tout revenu à la normale, hein. Je tiens à vous le dire tout de suite. On est revenu à la normale sur les trains. Les trains, ils circulent comme en 2019, ça oui. Mais aujourd'hui, la pratique managériale, elle a complètement changé. Aujourd'hui, moi, mon comité exécutif, il travaille complètement différemment. Les comités dans les régions travaillent complètement différemment. Donc aujourd'hui, cette agilité, il faut que nous, dirigeants, nous nous restreignions à vouloir tout contrôler, tout revérifier. On a appris la délégation, on la connaissait déjà, mais là, on l'a vu en vrai. C'est un petit peu, si je prenais une métaphore, on a appris à travailler sans papier. Eh bien, continuons à travailler cette agilité. Je pense qu'on a sincèrement bien progressé. On a tous entendu dans tous les médias, ça ne sera pas pareil après. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en managérial, il faut que nous ayons retenu ce que nous avons appris de cette crise, le travail sur le collectif, le travail sur l'adaptation et le travail sur l'autonomie et l'agilité. Et je peux vous dire qu'il faut qu'on se réfrène, parce que de temps en temps, on a envie de reprendre un peu les rênes comme on l'avait avant. Sincèrement, cette délégation, elle a bien marché. Ce sont des paroles fortes que vous prononcez à l'instant, là, Christophe Fanichet, et qu'on a pu entendre dans la bouche de dirigeants d'entreprises de taille évidemment différente de la vôtre, mais avec la même intensité, j'allais dire aussi la même confiance dans la suite. On vous entend quand même plein d'espoir pour peut-être que toutes ces conditions inédites laissent des traces positives dans l'organisation, c'est ce que vous venez de rappeler à l'instant. Et la mobilité, on le sait, va être au cœur de la relance écologique notamment, qui se dessine. Comment allez-vous y contribuer? Je vais revenir sur le mot confiance parce que j'y tiens beaucoup. Moi, je suis sincèrement un peu agacé de la sinistrose qu'on nous envoie à peu près partout. Moi, j'aimerais que nous, chefs d'entreprise, notre job, c'est qu'on a confiance.
Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans la mobilité des Français. Et je te tiens à le dire, et j'espère que tous les chefs d'entreprise qui sont ici ont autant confiance que moi dans la relance économique. Moi, j'y crois. Bien sûr que ça ne va pas être comme en 2019. Bien sûr que ça va sans doute être long, voire trop long. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre entreprise, elle sera au rendez-vous comme toutes les autres entreprises pour cette relance économique. Pour répondre pleinement à votre question, d'abord, moi, je voudrais juste donner un petit coup dans le rétroviseur. Quand au mois de mai, vous réunissez un comité exécutif, et je vous ai décrit ce que nous faisions, on revoit notre trajectoire économique. C'est le job d'un comité exécutif. Et lorsque vous faites 17 milliards de chiffre d'affaires, en 2019, vous regardez le compteur. Parce que nous, on est une entreprise à coût fixe. Les trains, les personnels, beaucoup de coûts fixes, très peu de charges variables. La particularité, c'est que quand on le regarde, moi, je peux vous le dire, on était en train de se dire que l'été, il allait être pourri, très pourri, pardon cette expression, et qu'on était sur des baisses entre moins 30 et moins 40. Dont il serait difficile de se relever. Oui, parce que vous ne voyez pas comment ça peut fonctionner. Donc vous êtes en plein Covid, vous faites des projections, et c'était entre moins 40, moins 30 et moins 40. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui nous a fait nous lever tous les matins, c'est qu'on a combattu le fait que c'était possible de faire mieux. Lorsque je fais le bilan de l'été, sur le loisir, bien évidemment, finalement, on n'a eu que moins 15. C'est finalement une bonne année. Moins 15%, c'est-à-dire que 15%, 85% des Français qui ont pris le train en 2019 l'ont repris en 2020. Pas évident, hein. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Pas évident, parce que quand vous reprenez avec les conditions sanitaires, le masque, le gel, le bidule, 85% ils ont repris le train. Tout simplement parce que le train, c'est sûr, ils ont pu en faire la démonstration, ils ont repris le train de façon massive. Et puis après, il n'y a pas de secret. L'entreprise s'est mobilisée, l'entreprise a fait des nouvelles offres. Il y a eu des offres tarifaires. Il y a des offres tarifaires. On a multiplié par 2, voire par 3 le nombre de petits prix. Par 3. On a fait des journées dans lesquelles on a fait des journées prix unique, 250 000 billets vendus en une seule journée. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir, lorsque je regarde dans ce rétroviseur, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les Français, le confinement ne leur a pas enlevé l'envie de mobilité et surtout ne leur a pas enlevé l'envie de rencontrer les autres. Donc 85%, c'est un très mauvais chiffre pour mon chiffre d'affaires, je dois vous le dire. Mais c'est quand même beaucoup mieux que les prévisions initiales. J'imagine que tous les chefs d'entreprise qui sont ici ont tous fait leurs projections. J'espère qu'ils ont eu la même bonne nouvelle que la mienne. J'en suis pas sûr. Dans certains métiers, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc quand je regarde derrière moi, c'est une bonne nouvelle. Mais alors la suite, parce que les vacances sont terminées, les loisirs, a priori, c'est fini. Comment se passe la rentrée? La rentrée, pour moi, c'est une grande inconnue. C'est quand même quelque chose qui est très compliqué, puisque aujourd'hui, la mobilité, c'est entre deux activités professionnelles. Comme on peut dire ce que l'on veut, c'est entre deux activités professionnelles, c'est de son domicile à son travail ou à toute autre chose. C'est une des raisons aussi pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est le premier forum qui se tient en Bretagne depuis plus de 6 mois. On a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer. Avant de venir sur ce plateau, j'ai rencontré Hervé de Kermarec, avec du MEDEF, qui on a partagé ce qui se passait pour les entreprises en Bretagne. Donc moi, quand je regarde, j'ai une grande inconnue. Le déplacement professionnel, aujourd'hui, je peux vous le dire, il n'est pas au rendez-vous. Et pour une entreprise de mobilité, c'est un sacré warning. Donc moi, je suis inquiet de la mobilité, mais je suis quand même très confiant parce que les Français, ils ont besoin de bouger. Et ce que moi, je veux surtout dire à tous les patrons, c'est qu'aujourd'hui, moi, mon objectif avec la SNCF, c'est d'être au rendez-vous de cette relance économique, en Bretagne particulièrement, en y mettant tous les trains, en étant irréprochable sur les conditions sanitaires dans lesquelles tous les Français circulent. Et vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de circuler en France et en Bretagne particulièrement dans nos trains. Aujourd'hui, tous nos trains sont désinfectés tous les jours. Nous avons des désinfections 3 fois par plus qu'avant. C'est 5000 emplois supplémentaires sur le sanitaire dans l'entreprise pour justement être au rendez-vous des Français. Donc moi, ambivalence, confiance parce que les Français vont vouloir bouger. Et je serai au rendez-vous de la relance économique et on fera tous nos efforts pour être aux côtés de tous les chefs d'entreprise. Alors on a vu que dans le plan de relance qui a été présenté la semaine dernière, il y a une part importante qui est fléchée en direction des transports collectifs et singulièrement de votre entreprise. Ça va permettre d'accélérer les choses. Il y a des initiatives très concrètes qui vont pouvoir être financées pour aller plus loin et favoriser cette reconquête du rail auprès des Français.
Moi, ce que je retiens, c'est que ce plan de relance, il a remis sur le dessus de la pile que le transport collectif, c'était écologique. Je pense que ça l'a remis sur le dessus de la pile pour tout le monde. Je pense que les jeunes générations l'ont compris depuis bien longtemps, bien plus longtemps que moi en tout cas. Et puis je pense que chacun d'entre nous, on s'est dit que le transport collectif, c'était écologique et puis c'était surtout le bon moyen de reprendre cette activité économique. Aujourd'hui, dans le plan de relance, vous avez vu les annonces du gouvernement et véritablement, c'est une excellente nouvelle pour le secteur ferroviaire. C'est une excellente nouvelle pour plusieurs raisons. D'abord, on va investir massivement dans le réseau. Et vous savez que quand on investit dans le réseau, c'est des entreprises qui, à nos côtés, sous-traitantes, vont être mobilisées pour pouvoir justement faire l'ensemble de ces travaux. C'est 4,7 milliards d'euros en tout. Donc c'est massivement sur le réseau, et le réseau, c'est indispensable. Moins vrai en Bretagne, mais plus vrai dans d'autres régions. Le réseau, il a vieilli dans notre pays, il a besoin d'être rajeuni, donc c'est beaucoup d'argent pour la régénération et la modernisation des réseaux. J'ai souvent l'habitude de dire que si les trains arrivent en retard, c'est aussi parce qu'il faut qu'on ait un rail de bonne qualité. Le deuxième sujet, écologie au centre de tout, le fret ferroviaire, le déplacement de nos marchandises. Là, on peut parler du numérique autant qu'on veut. Par le numérique, on ne déplacera pas la moindre caisse. Donc le fret ferroviaire est là. Je sais que c'est un sujet compliqué, il y a eu des initiatives dans multiples. le passé qui n'ont Mais pas là, vraiment abouti. je peux vous dire que là, ça va marcher. Non, là, ça va marcher parce que ce gouvernement a décidé qu'on y mettrait le paquet. Il y a beaucoup d'argent à la clé, beaucoup d'initiatives et surtout une véritable volonté gouvernementale et européenne. Parce que n'oublions pas, tous ces sujets, ils existent aussi en Europe. Alors, un petit problème de micro, il revient. C'est parce que je parle de voilà, fret. J'ai pas le droit de parler de fret, mais que de voyageurs peut-être. C'est ça. Et donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fret, c'est très important. Et puis enfin, sur la mobilité des voyageurs, vous l'avez vu, sur les longues distances, en France et en Europe, je pense que l'entreprise va être au rendez-vous de ce qui a été demandé par le gouvernement, à savoir un objectif très simple, c'est faciliter le déplacement. Et on va réouvrir les sujets de train de nuit. Train de nuit dont je rappelle que le plus important, c'est qu'il faut qu'on le réinvente. Parce qu'aujourd'hui... on ne voyage plus comme dans les années 50. Voilà. Et puis le deuxième sujet, c'est quand même qu'en France, vous avez quand même beaucoup de lignes à grande vitesse. Et que parfois, il vaut mieux faire 1h25 pour venir à Rennes que parfois de prendre des trains plus lents. Donc aujourd'hui, il y a des trains de nuit dans d'autres régions qui ont besoin, qui n'ont pas forcément le TGV et dont les temps de déplacement ferroviaire sont un peu plus lents. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai compris, en tout cas nous l'avons salué, c'est que le transport ferroviaire, c'est 30 fois moins que la voiture. Et je pense qu'il faut qu'on réponde à l'ensemble de ces questions. Écologique est bien là. Absolument. En Bretagne, peut-être pour terminer, parmi les initiatives qui sont en train d'être prises pour renforcer justement ces mobilités ferroviaires du quotidien et professionnelles, vous avez des actions qui vont être mises en œuvre ? Alors, les actions dans le monde régional, c'est des actions qui sont faites par le conseil régional. Nous, on est véritablement le partenaire de la région, mais c'est vraiment la région qui en décide et on est vraiment à ses côtés. Moi, ce que j'ai vu, c'est toutes les initiatives qui ont été prises par la région Bretagne. Moi, je pense à le dernier sujet qui me vient comme ça en tête, c'est cette belle innovation sur le sujet scolaire plus, dans lequel on permet à tous ces scolaires de pouvoir avoir une forme d'illimité sur nos sujets. Souvent, avec la Bretagne, on découvre des choses. Souvent, c'est notre terrain d'expérimentation. Mais c'est une belle région de mobilité. Donc, vous avez déjà fait beaucoup de choses par rapport à pas mal de régions. Territoire d'expérimentation, on en a parlé dans d'autres débats, mais vous le confirmez dans le domaine qui est le vôtre. Alors l'année qui s'ouvre, la période qui s'ouvre, elle est pleine de dangers, elle est pleine de risques, mais elle est aussi pleine de potentialités à vous entendre dans ce domaine du transport ferroviaire. Votre espoir, votre envie justement à partager avec celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ici en Bretagne pour les mois qui viennent, vous inviter à prendre le train évidemment. Ça vous invite à prendre le train, mais ça je peux plus le dire parce que sinon on va se dire que je yoyote. Non, moi ce que je voulais partager, je suis venu vraiment pour vous le dire. Nous chefs d'entreprise, on doit être ceux qui sont les promoteurs de cette confiance, promoteurs de cette relance économique. Arrêtons la sinistrose. Comme souvent on le dit, on passe plus de temps à raconter le train qui est arrivé en retard, racontons les 9 trains qui sont arrivés à l'heure. Moi ce que je suis venu dire aujourd'hui aux chefs d'entreprise en particulier, c'est que d'abord, les relations, elles se font bien sûr en numérique. On a vu que c'était plus facile. Mais le commerce, l'idéation, il y a besoin de se rencontrer, il y a besoin de se voir.
Et tous nos chefs d'entreprise, bretons et français de façon générique, ils pourront nous retrouver. Tous nos trains seront là pour pouvoir leur garantir qu'ils vont pouvoir reprendre cette activité économique. Et la force du collectif, qui est aussi un des fils rouges de tous nos débats depuis 2 jours ici à Saint-Malo, va se traduire par des initiatives concertées entre tous les acteurs. Absolument, vous avez absolument raison. De toute façon, si moi je suis venu aussi ici, c'est pour rencontrer les autres chefs d'entreprise. On partage beaucoup de choses. Et moi, ce que je retiens, véritablement, c'est qu'on aimerait que cette crise elle soit un peu derrière nous. On va, je pense, être obligé de vivre avec pendant encore plusieurs mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les mesures sanitaires qui nous permettent de véritablement reprendre notre activité. Puis moi, j'ai entendu la petite musique dans mes entretiens de ce matin. 90% de l'activité est revenue dans pas mal d'endroits, et en particulier en Bretagne. Merci beaucoup pour ce message optimiste. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. Merci à vous. La suite du programme, c'est les Labs, vous les connaissez. Il se déroule entre cette salle et l'Amphi Lamennais. On va parler comment financer le développement des entreprises ici dans l'Amphi Châteaubriand, et de Bretagne, terre de start-up. Ça sera à l'étage de l'Amphi Lamennais. Vous avez le programme, ça démarre à 12h15, les Labs. Bonne suite de débats et d'échanges. À tout à l'heure.